Bonsoir et merci d'être venus si nombreux. Donc on va éviter les formules protocolaires. Mais néanmoins, merci au gouvernement et au cluster maritime de nous avoir confié cette mission de présenter la session éducation. On aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus de personnes sensibles à ce sujet. Donc nous avons un déroulé à vous proposer, un mot introductif du directeur des affaires maritimes, ensuite un devoir pour le parcours éducatif mère, qui est un dispositif pionnier et encore expérimental, et dont l'approche intégrée du genre est vraiment une singularité. Puis un clip d'un des modules du parcours, donc un enregistrement d'une sortie éducative à l'îlot Bailly. Ensuite, c'est la Polynésie qui va s'exprimer grâce à Anne Maille, qui va nous présenter le projet d'aire marine éducative polynésien. Ensuite, nous avons un autre film qui est original et qui est intitulé « Il était une fois la vie de la mer à la mer ». M-E-R-A-M-E-R-E. Et puis, on aura un tout petit clip court de Catherine Chabot, la navigatrice et la députée européenne, qui va introduire Océan bien commun de l'humanité, que Francis Vallat, ici présent, viendra commenter, et on pourra discuter avec vous dans la salle des questions qui sont sous-jacentes. Voilà. Donc on va commencer par le premier intervenant. C'est monsieur le directeur. Jean-Luc, merci, à toi. Alors, j'interviens à votre demande pour parler de votre projet, et je commencerai déjà en vous remerciant de votre investissement, en particulier à tous les deux. Je sais que vous n'êtes pas tout seul, parce que si effectivement ces actions de sensibilisation auprès des jeunes, moi qui suis un vieux routard de l'outre-mer et que j'ai pu constater que sur tous les bassins, celui que je découvre du Pacifique, celui des Antilles que je connais un petit peu plus, les Iliens ont une tendance naturelle à tourner le dos à la mer, qu'il faut les pousser pour qu'ils regardent la mer. C'est tout un sujet des enjeux des assises que nous menons depuis ce matin, grâce au cluster et au gouvernement et son membre en charge en particulier, parce que je voyais qu'il était... Et donc, il faut commencer par là. Et c'est vrai que cette expérience me permet de voir que c'est la même problématique. Et c'est pour ça qu'il faut souligner l'importance et vous remercier pour votre implication sur ce domaine particulier. Vous m'avez demandé de vous parler de comment vous pouvez réaliser vos actions et grâce à quoi. Grâce à un fonds qui a été créé par le secrétariat d'État chargé de la mer, qui s'appelle le Fonds d'intervention maritime, parce que c'est bien d'avoir de la bonne volonté, d'être impliqué, mais si vous n'avez pas les moyens matériels, on n'ira pas loin. Donc c'est un fonds qui a été créé en 2022 par, à l'époque, Annick Girardin, qui a été repris par Hervé Berville, d'une 15aine de millions d'euros, hors tout format de subvention habituel, pour des actions concrètes qui ne rentrent pas dans les cases, pour certains territoires qui sont éligibles, des aides européennes, pour d'autres qui sont justement pas éligibles à des aides européennes. 15 millions d'euros en 2022, reparti sur 15, augmenté 16, 17, peut-être même 18 pour 2023. Environ 200 dossiers. En 2022, on s'était plaint, puisque j'étais déjà en Outre-mer, qu'il n'y avait pas un quota positif quasiment pour les Outre-mer. Parce que le pourcentage de dossiers qui avait été retenu pour les Outre-mer était pas tout à fait proportionnel. Alors on peut prendre plein de critères, la population, on va pas prendre les 24,5 millions de kilomètres carrés, parce qu'alors là, on aurait tout donné à la Nouvelle-Calédonie. Mais on a insisté et le cabinet nous a entendus. Il n'y a pas eu de quota, mais il était entendu qu'il y aurait une priorité importante donnée aux départements et aux territoires d'outre-mer. Il y a eu à peu près 150 à 200 dossiers proposés, présentés sur la totalité de la France hexagonale et ultramarine. J'ai été très surpris. C'est un des premiers dossiers que j'ai eu à
à gérer quand je suis arrivé il y a un petit peu plus de 5 mois, il y avait 14 dossiers présentés en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a aucun territoire d'outre-mer, même d'autres qui sont dynamiques, je les regarde, qui n'avaient proposé autant de dossiers. Ce n'est pas parce qu'on propose des quantités qui sont tous de qualité, et je sais bien que mes amis tahitiens, tous leurs dossiers étaient par principe de qualité. Mais ça prouve aussi, et ça illustre surtout un dynamisme que j'ai ressenti déjà depuis que je suis arrivé, de tous les acteurs économiques et en particulier maritimes, on y est en plein aujourd'hui, sur ce domaine économique maritime et ce dynamisme qui est disponible sur le pays, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres territoires ultramarins. Je le dis par expérience. On a sélectionné 3 dossiers. 3 dossiers. Alors je vais le dire d'une autre façon. 3 dossiers ont été retenus par le ministre. J'avais classé le vôtre en premier. Il est dans les 3. Et c'est donc avec grand plaisir qu'on peut vous financer à 63%. Un petit peu moins que ce que vous aviez demandé. Mais bon, il a fallu faire des péréquations pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Et donc, c'est avec grand plaisir que le secrétariat d'État à la mer, on a déjà signé la convention, c'est lancé, et on va pouvoir vous régler cette subvention, parce qu'en fait, c'est une subvention, et vous aider à continuer cette action qu'on considère, on a parlé de formation dans cet après-midi, mais la formation, c'est pas que de la formation professionnelle, c'est pas que de la formation continue, c'est aussi la sensibilisation des plus jeunes, et c'est ce que vous faites, et on vous en remercie. Alors, merci beaucoup de cette belle annonce qui va nous aider. Donc, on va commencer, parce qu'on a un peu de temps, mais pas trop, on a beaucoup de choses à vous dire, et on va commencer par le premier PowerPoint qui va présenter en 2 voix, comme l'a dit Véronique. Voilà. On se met par là. Alors, le parcours éducatif mer calédonien en 2022-2023, et avec une phrase que Véronique a trouvée, je la lis, enseigner la mer en naviguant vers l'égalité. Diapositive suivante. Donc, la première chose, c'est que, effectivement, ça a été dit, le manque d'acculturation ou la nécessité d'une acculturation nous est apparu parce qu'il y a des connaissances qui sont rarement transversales sur l'océan. Or, l'océan pose des questions qui sont complètement transversales et qui sont donc des pans entiers de savoir en matière scientifique, économique, administrative, juridique, environnementale, technologique, éthique, sont trop ignorés, et notamment sur les métiers du maritime. Donc, c'est dans ce contexte de prise de conscience mondiale que nous avons proposé au vice-rectorat l'année dernière, même en fin 2021, de lancer un projet expérimental de sensibilisation à la mer avec une prise en compte du féminin, puisque c'était, on en reparlera tout à l'heure, un des axes prioritaires également de l'ONU. Donc un parcours éducatif dans une approche intégrée du genre. Et je précise que l'appel d'offres du film précisait justement de travailler sur le rôle possible des femmes. Diapositive suivante. On peut faire un signe ou une voix ? Non, on a prévu que c'est comme ça. Voilà. Alors, les enjeux sont de contribuer à développer une économie maritime durable, mais cette fois-ci au travers de la jeunesse, de pouvoir mieux faire comprendre le pourquoi et les pistes de diversification des métiers sous-jacents, qu'on puisse, au-delà de ce qui se passe à l'heure actuelle, de la bonne connaissance des tortues, des baleines, des dugongs, etc., des espèces emblématiques, on fasse mieux comprendre les milieux et les ressources, les risques et vulnérabilités qui sont celles de la mer, et en même temps, comment ça fonctionne. Je prends par exemple acidification de l'océan, c'est un mot, mais ça veut dire quoi, et c'est ce qu'on explique. Et bien sûr, tous les aspects sociétaux, éthiques et culturels dans une démarche égalitaire entre les femmes et les hommes, en rappelant que les catastrophes naturelles et tous les effets du changement climatique affectaient particulièrement et de manière disproportionnée les femmes et les enfants. Les femmes qui sont paradoxalement les plus résilientes et souvent leaders pour mettre en place toutes les stratégies de survie. Diapositive suivante.
Donc cette ambition que nous avions, elle s'est formalisée par la signature d'une convention tripartite avec le vice-rectorat. Donc ça a donné une visibilité nouvelle à notre action, des moyens non, mais en tout cas une légitimité. Et ça nous a permis effectivement d'investir les établissements scolaires et d'identifier quelques professeurs et quelques élèves volontaires pour partir avec nous dans cette aventure. Alors, le contexte externe qu'on a considéré, et celui notamment de la dynamique que l'Organisation des Nations Unies a promue. Premièrement, le point résultant du One Ocean Summit de Brest, dont ici Francis Vallat a été un des fédérateurs et organisateurs, et notamment la déclaration de l'UNESCO qui a indiqué son souhait, plus que souhait, de l'inscription de l'éducation à l'océan dans les programmes scolaires de tous les États. Alors, ici, il y a marqué 2030, en fait c'est 2025, mais éventuellement, évidemment, il va peut-être se passer un certain temps. Donc nous, avec notre projet, on n'est pas en retard, on est peut-être même un peu en avance. Profitons-en. Et bien sûr, en cohérence avec la CSW 66, donc la Commission des Nations Unies, qui a placé l'égalité des sexes au centre des solutions. Donc c'était vraiment des recommandations historiques qui ont été rédigées en rappelant que les femmes étaient très investies et contribuaient largement à la protection de l'environnement et devaient figurer dans tous les programmes, dans toutes les politiques environnementales. Diapositive suivante. Bon, alors on a commencé l'année dernière, enfin on a même commencé en 2021, avec 4 lycées pilotes, dont volontaires, profs et élèves, qui s'est élargi cette année, grâce en particulier au travail de Véronique, à 8 autres collèges, dont un qui se trouve en Polynésie française et qui suit tout ce que nous faisons en distanciel. Donc tout ça, ça s'est fait avec des élèves et professeurs bénévoles qui sont les référents 3E et EDD, Éducation Développement Durable. Et nous avons jusqu'à présent investi le travail vers plus de 3500 jeunes. Alors, pour ceux qui l'ignorent, le comité 3E pour éducation à l'égalité à l'école. J'ai oublié de le préciser en introduction. Donc, nos grandes séquences, bien sûr, c'est le focus sur les métiers, les opportunités de métiers dans une déclinaison féminine à 50%. On a invité même plus de 60 experts et expertes de la mer, donc lors de rencontres intimistes dans les établissements scolaires ou de façon plus élargie à la CCI ou à la province sud. On a vraiment pu sensibiliser de très très nombreux établissements scolaires, d'où l'engouement, avec de plus en plus de jeunes qui étaient même en connexion. Donc on a organisé des séminaires et des webinaires. Bien sûr, donc des tables rondes sur les enjeux économiques et sociétaux. Et puis une sortie de terrain dont on va vous présenter une petite rétrospective avec 4 thématiques et 4 fiches éducatives qui vous seront distribuées à l'issue de la projection. Et puis une action supplémentaire, donc là, qui est propre au comité 3E, avec un collectif de femmes, donc de professionnels de femmes qui depuis des années déjà se sont réunis autour d'un groupe que nous avons appelé les Ailes des Lagons, en écho au dispositif national des Ailes de l'Océan, donc qui est porté par le cluster maritime français. Et tous les ans, nous organisons des tables rondes avec ces expertes de la mer. Le collectif s'agrandit et nous avons réalisé avec certaines d'entre elles des capsules éducatives qui sont en ligne à la fois sur le site du gouvernement et du vice-rectorat. Je précise que les 4 fiches éducatives sont accessibles en haut. Quand vous repartirez, vous pourrez en prendre une de chacune. Elles sont à votre disposition. Diapositive suivante. Alors sur cette diapositive, simplement c'est un extrait des différents intervenants lors de nos webinaires sur les métiers. Je n'en dis pas plus, on a un tas de photos. Par contre, si vous pouvez cliquer dans la partie blanche en haut, on doit accéder à une petite vision, un des clips. C'est une des capsules réalisées par c'est Nelly Wabet. Donc, je suis Nelly Wabet, je suis chercheur en aquaculture à l'IFREMER, qui est un organisme de recherche en Nouvelle-Calédonie.
Je travaille plus en appui, dans des programmes de recherche, en appui au développement de l'aquaculture en Nouvelle-Calédonie. Pour arriver au métier de chercheur, métier que je n'ai pas choisi au départ, je suis partie d'un bac scientifique, un bac C à l'époque, obtenu au lycée La Pérouse, donc option mathématiques, mais j'étais toujours intéressée par la biologie. Donc je me suis orientée plus sur un diplôme de DUT en analyse biologique et biochimique parce que j'étais intéressée plus par les métiers de la recherche, mais n'étant pas sûre de faire un parcours des études supérieures longues, je suis partie sur des diplômes avec des possibilités de m'insérer dans le milieu professionnel si jamais je voulais arrêter mes études. Donc j'ai choisi un DUT biologie appliquée, j'ai fait à l'IUT de Caen. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2001, je crois. Mon directeur de recherche du CNRS m'a fortement incité à poursuivre en thèse. Donc c'est comme ça que je me suis inscrite en thèse à l'université de Bordeaux, thèse que j'ai effectuée en totalité à l'Ifremer à Bouloux-Paris, sur la crevetticulture en Nouvelle-Calédonie. Donc, essayer de comprendre pourquoi la crevette était fragile, sensible aux maladies en élevage. Donc, depuis 2006, maintenant, je travaille donc, à Ifremer, à la station aquacole de Bouloux-Paris. Mon travail actuel me passionne parce que je travaille en fait à valoriser la biodiversité, les richesses de la Nouvelle-Calédonie. Alors, valoriser, c'est pas forcément pour en faire une exploitation commerciale, mais ça peut être aussi préservé pour que les populations puissent en bénéficier plus tard. C'est important de s'intéresser à la mer parce que la mer, c'est celle qui entoure la Nouvelle-Calédonie. C'est là où la plupart de la population calédonienne passe son temps, sur la mer ou à proximité. Et il y a énormément de richesses. Énormément de choses qu'on ne connaît pas encore. Alors moi je fais de la recherche et je suis chercheur, mais dans l'équipe, dans le milieu de la recherche, il y a tous les métiers autour de la mer, que ce soit la maintenance, le développement informatique, l'acquisition, la base de données, les analyses au laboratoire, technicien de laboratoire, dans toutes les spécialités, que ce soit physique, modélisation, biologie. Quand on est jeune, au collège ou au lycée, on a quelques idées comme ça de ce qu'on voudrait faire, ce qu'on pense intéressant à faire, mais on n'est pas certain. Donc il faut être curieux, toujours être ouvert à toute possibilité, discuter avec les gens. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on découvre qu'il y a beaucoup de choses à faire et on peut trouver un domaine qui va nous passionner et qui va nous permettre de nous épanouir tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Voilà, donc un message fort et qui répond à toutes nos attentes. Alors, ayant eu la chance de revenir sur le Caillou en 2006 et directeur de l'Ifremer, j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 7 ans avec Nelly. Et je précise que Nelly est la première thésarde mélanésienne du territoire. Diapositive suivante. Alors, les séquences en cours à l'heure actuelle, hier, il y a eu un séminaire académique sur Océan bien commun de l'humanité qui nous a permis un peu de faire la répétition de ce qu'on vous présente ce soir. Et ça s'est fait devant des lycéens et des jeunes des collèges qui, malheureusement, à cette heure-là, ne peuvent pas être présentes, sauf une qui est dans le fond et qu'on va voir tout à l'heure. On a la séquence éducation-sensibilisation à la mer des premières assises, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec vous. Et puis vendredi, il y aura une séquence Blue Tech de la French Tech, où justement, derrière notre parcours, derrière les thématiques en particulier de la sortie Bailly, on va faire un petit parcours éducatif ludique avec la jeunesse. À venir. Et à venir, donc, la présentation lors des assises nationales de l'économie maritime de Nantes, une contribution à la réunion annuelle des clusters maritimes d'outre-mer à Paris, un déplacement qui est prévu en Polynésie début 2024, certainement en janvier, et la préparation d'un programme 2024 et au-delà grâce aux subventions du FIM. Diapositive suivante. Alors, bien sûr, au-delà des métiers, des opportunités de métier, on a toujours gardé en toile de fond les questions de résilience
et d'avenir durable, en mettant en avant toutes ces femmes, ces combattantes, dont vous avez pu découvrir ce matin trois portraits. Ils étaient exposés. Ce sont 3 tableaux qui ont été réalisés par des élèves, justement, sur ces femmes clandestines qui ont embarqué travesties en hommes. Donc il y a eu tout un travail éducatif sur l'exclusion des femmes en mer. Et puis, bien sûr, des femmes qui aujourd'hui sont des navigatrices d'exception, des expertes, des professionnels de la mer. Donc on a vraiment essayé d'aborder de façon très très large l'implication des femmes, la détermination surtout des femmes pour investir cet espace qui leur était longtemps interdit. Diapositive suivante. Ça, c'est un peu le parallèle vis-à-vis de l'océan. C'est aussi la question d'enseigner la mer pour un océan qui soit humain, qui soit résilient et durable. Et ici, il n'y en a que 12, mais il y en a plein d'autres, qui sont des services que l'océan nous offre, qui sont illustrés ici et qui font partie du parcours éducatif et de ce que l'on essaie d'apprendre à la jeunesse calédonienne. Diapositive suivante, ça doit être la dernière. Alors, donc demain, un monde plus durable, plus inclusif et bien sûr plus pacifique. Une vie et un océan donc, à l'abri des violences, en renforçant tous les cadres normatifs, juridiques et réglementaires, tout en sensibilisant et en responsabilisant toutes les populations. Alors, pour que l'Océanie puisse espérer atteindre ses objectifs de développement, on a considéré qu'il était impératif que les femmes et les filles aient la possibilité de participer pleinement et sur un pied d'égalité à l'économie de la région, nos ailes des lagons. Et on a des femmes particulièrement dynamiques ici, et c'est bien. Et cette atteinte-là suppose un océan bien commun dont on va justement parler, que nous aurons su préserver dans l'intégralité des services qu'il nous offre, dont une douzaine vous a été présentée précédemment. Voilà pour cette intro de notre parcours éducatif. Et ce qui est important pour nous à retenir, ce qui est rassurant, c'est de voir qu'on a multiplié par 3 le nombre d'établissements inscrits, uniquement par le bouche-oreille, c'est-à-dire que ce sont les professeurs et les élèves qui eux-mêmes ont parlé, puisqu'initialement, à la volonté du vice-recteur, ça devait rester un projet assez intime et expérimental. Mais il y a eu un très fort engouement. En plus des non inscrits dans les programmes, donc ça veut dire que ce sont des professeurs volontaires et des enfants qui sont d'accord pour venir à nos webinaires et participer. Donc c'est encourageant. Alors maintenant, on va avoir le premier petit film sur la sortie Bailly. Cette sortie éducative, c'est de la parfaite illustration de toutes les actions que nous avons pu mener tout au long de l'année dans le cadre du parcours éducatif mer, cofinancé par le FIM. Et notre mission, c'était de sensibiliser les jeunes aux enjeux maritimes dans une approche intégrée du genre, donc pour renforcer surtout la mixité des filières de formation dans le secteur maritime. Et vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons convoqué 2 scientifiques femmes et 2 scientifiques hommes. Aujourd'hui, nous avons organisé cette session avec 3 établissements scolaires qui ont pu se libérer, avec une approche de 4 sujets touchant à ce qu'est un îlot et éventuellement les contraintes que cet îlot peut subir, etc. Premièrement, on fait une découverte de l'îlot en termes de végétation et
on a abordé la question de l'aménagement intégré de cet îlot tel que la commune du Mont-d'Or, puisqu'on est sur la commune du Mont-d'Or, est en train de le faire. Nos jeunes ont planté un arbre qui sera un arbre de forêt sèche, endémique d'ici, qui sera un totem peut-être dans quelques années où ils auront plaisir à venir le retrouver. Le deuxième sujet, le long de ce littoral de cet îlot, il y a de l'érosion. Et donc on les a sensibilisés à ce qu'est le phénomène de l'érosion et aux moyens qui sont ceux de mesurer les effets de cette érosion et de pouvoir le suivre dans le temps. Le troisième sujet a été celui de la pollution par les plastiques. On trouve le long de ce littoral un tas de déchets dont la majorité sont des plastiques et on a sensibilisé les enfants à cette pollution, à son origine, à ses risques, etc. pour qu'ils aient les bons réflexes dans le futur pour limiter, voire éviter totalement cette pollution. Et puis la dernière phase, elle est quelque part en ce moment, elle se termine, c'est qu'on a lâché un drone sous-marin, un AUV, autonome, qui lui patrouille dans le lagon en face de l'îlot et nous cartographie les fonds et va très vraisemblablement nous avoir détecté au fond certaines anomalies. Notre rôle dans le parcours mer, évidemment, c'est d'éduquer, sensibiliser les jeunes à la biodiversité en lien avec le milieu marin. Donc ça peut être du sous-marin ou du terrestre, littoral, comme ici sur l'île aux Baillis. Donc moi, dans ces sorties sur l'île aux Baillis, mon rôle, ça va être de leur faire découvrir notamment la flore de l'îlot, qui est un îlot particulier puisqu'il y a plusieurs écosystèmes et notamment donc, on va découvrir toute la flore littorale, les différentes strates de végétation, comment la végétation va s'installer, de la végétation rampante, buissonnante, arbustive et voire arborée. Également, on va voir le rôle des laisses de mer, donc tout ce que la mer va laisser lorsqu'il y a la marée haute et tout le rôle de cet écosystème qui va venir nourrir en fait la végétation de l'îlot mais aussi les herbiers quand la marée repart. On a de la forêt sèche, donc on peut aussi aborder cet écosystème qui est quand même un écosystème en voie de disparition. Donc l'idée c'est de leur ouvrir un petit peu les yeux sur ce qu'ils n'ont pas trop loin et qu'ils apprennent à mieux regarder pour mieux protéger en fait. Ici l'idée c'est de transmettre aux jeunes en fait une connaissance, une meilleure compréhension des phénomènes qu'ils peuvent observer. Tous, ils ont observé ces phénomènes. Tout à l'heure, une jeune fille nous parlait de ce qu'elle observait sur un terrain bourraqué. Ils ont observé ces phénomènes d'érosion sur les plages calédoniennes. Donc c'est donner un peu une explication de ces phénomènes et puis en même temps leur montrer qu'il y a des outils, des méthodes qui peuvent être mis en place, des outils très simples à mettre en œuvre pour suivre ces phénomènes. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec eux. On a implanté des stations, des bornes et on a fait ensemble, on a réalisé des profils de plage. Donc on implante des transects sur le littoral, qui sont perpendiculaires à la plage. Et puis le long de ces transects, en fait, on réalise des mesures à l'aide d'un cadre. Et puis avec cet instrument qui est très facile à utiliser, c'est tout simplement un instrument en PVC avec 2 mires coulissantes, un niveau à bulles. On mesure la dénivelée le long d'un profil. Voilà, les élèves viennent d'expérimenter et franchement, ils ont pris en main l'outil très rapidement. Voilà, donc ensuite, l'intérêt, c'est de reporter toutes ces mesures sur une fiche, sur un tableur, de leur faire des profils de plage et surtout d'analyser ensemble, d'interpréter ces données qui leur permettent de mieux comprendre les phénomènes d'érosion ou au contraire, on peut avoir l'inverse avec des apports de sédiments. Enfin voilà, leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ces profils doivent toujours être réalisés au même endroit, selon le même point de départ. Donc pour ça, on implante des stations de référence.
des bornes. Donc là, on a fait un trou, on a mis un petit cerclage en PVC, on a mis un peu de ciment et on a mis un petit clou topographique qui est d'habitude utilisé par les géomètres. Et ça, ce sera à chaque fois notre repère, notre point de départ pour nos profils. Et ensuite, avec une boussole, on prend un azimut, donc une direction, et ce sera toujours la même direction qui sera utilisée et on réalisera nos profils selon ce point de départ, ce repère et cette direction. Ça a commencé par une phase de diagnostic de la faune et de la flore sur l'îlot. Ensuite, on a établi un plan d'éradication des espèces envahissantes. Le chantier a débuté hier pour une durée d'1 mois en commençant par l'éradication des langues de belle-mère. On continuera sur les autres espèces plus tard. Et après cette phase d'éradication, on entame la phase de restauration et de replantation avec essentiellement des plantes de forêt sèche et uniquement des espèces qui sont présentes sur cet îlot. Donc aujourd'hui, on a souhaité faire une plantation symbolique d'un acropogon, du coup, Bullatus, qui est présent sur l'îlot naturellement, qui avait été inventorié il y a quasi 20 ans de ça sur l'îlot. Et donc cette plante, c'est voilà, l'emblème de la sortie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a fait une démonstration de notre drone avec des images sonars dans le baie de Boulari. On a fait quelques allers-retours le long de la plage vers îlot Bailly et au large dans le milieu de la baie pour voir les différentes natures de fond et des objets qui se trouvent au fond. On a commencé ce matin pour présenter nos technologies aux enfants. Avant, ils ont débarqué pour l'îlot et on a fait le déploiement ensemble. Et maintenant, au retour, on leur montre les données traitées de ce qu'il y a au fond. Aujourd'hui, on est sur l'îlot Bailly à la suite de plusieurs webinaires pour présenter des métiers par rapport à la mer. Donc ça touche à tout, ça peut être constructeur de bateaux à des scientifiques qui recherchent plusieurs choses dans les fonds marins. Ça m'a plu, ça m'a fait découvrir de nouvelles choses, surtout au niveau des plastiques. Il y a aussi, on nous a parlé des microplastiques qu'il y avait dans l'océan, et même au niveau des forêts sèches, certaines choses que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, on est venu à l'îlot Bailly pour être sensibilisé un peu à la mer, aux environnements qu'il y a sur l'îlot. On a pu faire des mesures des plages, voir l'évolution, la diminution du côté de la plage. On a pu aussi se balader, voir les différents écosystèmes qu'il y a sur l'îlot Bailly. Notamment, on a parlé des différentes plantes, sachant qu'il y a les plantes de littoral. Il y a une partie de forêt sèche aussi, qui est plus sur le côté là où il y a des roches. On a pu voir aussi les effets des différents changements de courant, notamment la pointe, qui change d'orientation en fonction du vent et tout. C'est toujours du plus et ça nous permet de découvrir des nouvelles choses, notamment des différentes techniques, par exemple comme j'ai dit pour mesurer les plages avec un cadre, un truc très facile à fabriquer qu'on peut faire soi-même limite. Et j'ai trouvé ça vraiment enrichissant parce que c'est des trucs que je ne savais pas forcément et que je peux le dire aux autres et comme ça c'est mieux pour tout le monde, quoi. Nous avons programmé un séminaire éducatif qui réunira tous les élèves des établissements pilotes, mais également d'autres établissements qui ont envie d'intégrer le projet parce que ce parcours éducatif a vocation à se renforcer en Nouvelle-Calédonie. Et au-delà, nous avons des établissements de Polynésie française déjà qui ont participé à nos webinaires et qui vont intégrer officiellement ce parcours mer en 2024 et 2025.
je peux y aller, simplement de préciser une chose, c'est que les fameux cadres topo que vous avez vus, eh bien, ce sont les élèves qui les ont fabriqués. Donc, ils ont fabriqué leur matériel et ensuite, ils l'utilisent sur le terrain. Ça leur permet aussi de bien mieux comprendre et d'être partie prenante. Voilà. Et ça, c'est grâce au lycée du Mont d'Or en particulier que nous avons pu atteindre cette petite réussite. Et, Pardon, oui, ce film-là, il se veut aussi éducatif. C'est pour ça qu'on a tenu à ce qu'il y ait des explications qui soient à nouveau données aux jeunes, parce qu'il va circuler dans tous les établissements scolaires. On a pu inviter qu'une 50aine d'élèves, mais ce clip-là sera à disposition de tous les professeurs pour justement les inviter à collaborer l'année prochaine. Donc ça reste maintenant un support vraiment éducatif. Et bon, on a juste un loupé, enfin en tout cas un scientifique, c'est quelqu'un qui cherche des choses, mais bon, ça suscite quand même des vocations. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va passer le diaporama de Anne-Maï Doshi sur les aires marines éducatives. Donc je représente le cluster maritime de Polynésie française et je vais donc vous présenter un dispositif qui a été inventé en Polynésie, précisément sur cette île qui s'appelle Wapo et qui est une des 6 îles de l'archipel des Marquises, donc l'archipel le plus septentrional dans notre ZEE, et encore plus précisément dans une commune qui s'appelle Hakahetau. Et donc voilà, ce sont les aires marines éducatives. Donc une aire marine éducative, qu'est-ce que c'est ? C'est une aire marine qui est gérée par les élèves. Donc ça a été créé, comme je vous ai dit, à Hakahetau à Wapo en 2012. Et c'est un dispositif qui a beaucoup plu, à tel point qu'il a été repris au niveau national et qu'il a été labellisé. Et donc le petit poisson en tressage qu'on a vu sur le drapeau tenu par les élèves dans la première slide, c'est le label Aire Marine Éducative, qui est donc aujourd'hui un label national. En Polynésie, il existe aujourd'hui 31 établissements, 34, pardon, qui travaillent sur des aires marines éducatives, qui ont mis en place des aires marines éducatives. Donc ça peut être aussi bien des écoles et des collèges, mais aussi des instituts, le centre des jeunes apprentis. Voilà, c'est pas simplement limité aux écoles et aux collèges. Et il peut y avoir un continuum entre établissements, comme j'expliquerai tout à l'heure. En tout, en France et dans les Outre-mer, on a plus de 1000 projets sur les aires marines éducatives. Alors, ces aires marines éducatives, elles s'inscrivent dans le référentiel EduScol. C'est devenu, comme c'est un label, c'est devenu quelque chose d'assez normé, d'assez technique. N'importe quel projet de gestion d'un espace maritime ne peut pas s'appeler aire marine éducative. Donc, elle s'inscrit dans l'école comme lieu d'engagement et de la transition écologique. Ça, c'est le référentiel EduScol, avec 3 critères. L'éducation au développement durable et à la protection des ressources marines. L'innovation, apprendre et enseigner autrement, c'est-à-dire que c'est un projet qui permet de sortir de l'école et d'apprendre sur le terrain. Et en 3e lieu, c'est un projet qui permet de développer l'attractivité des métiers de la mer, puisque en étant sur le terrain, sur leur espace géré, les enfants découvrent différents types de métiers. Autour d'une aire marine éducative, donc une aire marine gérée par les enfants, par les élèves, on a différents types d'acteurs. On a évidemment des élèves, puisque ce sont eux qui sont les gestionnaires de l'espace maritime, dès 3 ans, c'est possible dès 3 ans, mais majoritairement, on a affaire à des cycles 3 et 4, donc plutôt des écoles et des collèges. D'autre part, on a les enseignants, notre direction générale de l'éducation et de l'environnement de Polynésie française, qui gère maintenant le label Aire Marine Éducative pour la Polynésie. On a l'État, avec l'Office français de la biodiversité. On a les scientifiques. Donc, par exemple, chez nous, on a le bureau d'études Créocéan, qui est très impliqué dans les AME. Mais comme je vous ai dit, ça s'est développé en métropole aussi. Donc, il y a d'autres instituts scientifiques qui travaillent sur les AME en métropole. On a bien évidemment les communes dans laquelle l'aire marine éducative va être implantée, ainsi que les associations de protection de l'environnement marin, mais également les professionnels de la pêche, puisqu'on va intervenir notamment pour les pêcheurs côtiers sur leur espace de prélèvement ou sur leur espace familier, et puis par ricochet les familles, puisque l'élève il rentre dans sa famille, il parle du projet, et comme la mer, nous, on est pour ceux qui étaient là ce matin, mon collègue parlait de méritoire pour la Polynésie, donc on a 5 millions de kilomètres carrés.
0,01% de terre émergée. On est dans l'océan, sur l'océan. Donc la mer, ça parle à tout le monde. Et un projet comme ça, quand on rentre dans sa famille le soir et qu'on parle de ce qu'on fait à l'école et au collège, ça parle à tout le monde. Donc finalement, c'est tous ces acteurs-là qui sont impliqués dans le projet, qui conserve son référentiel EduScol, Éducation nationale. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît ? Alors voilà, techniquement, comment on fait pour créer et gérer une aire marine éducative. Donc c'est un procédé qu'il faut respecter. C'est ce que je vous disais, puisqu'il faut respecter les 3 piliers du processus de labellisation pour obtenir ce label. Ces 3 piliers, je vais commencer par là, c'est connaître, vivre et transmettre la mer. Donc ça va être notamment validé par notre direction générale de l'éducation et de l'enseignement et au niveau de l'État par l'Office français de la biodiversité. Connaître, c'est condition sine qua non que soit réalisé avec les scientifiques un état des lieux écologiques de la portion de littorale qui va être choisie par les élèves. Vivre, il faut absolument qu'il y ait des animations et des ateliers pédagogiques et que ce programme soit conçu sur la durée. Donc, c'est-à-dire minimum 1 an, et en général 1 an, puisqu'on passe de classe en classe. Avec, je ne l'ai peut-être pas écrit ici, mais peut-être plus haut, avec aussi obligatoirement des mises à l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas juste regarder ou faire des animations sur le terrain sans mettre les pieds dans l'eau. Non, il faut aller dans l'eau, comme on peut le voir il faut vivre la mer. Et enfin, transmettre la mer, c'est faire en sorte que les enfants, comme on voyait la jeune fille le dire sur la vidéo présentée par Lionel, soient des vecteurs de tout ce qu'ils ont appris et qu'ils le transmettent autour d'eux, à leurs amis, à leur famille. Alors concrètement, on a plusieurs étapes pour créer une aire marine. J'ai mis les étapes obligatoires en bleu lagon, là-haut. En premier lieu, chaque année, on a un appel à manifestation d'intérêt qui émane de notre Direction générale de l'éducation et de l'environnement, qui est ouverte à tous les établissements en Polynésie. Répondre qui veut, et en général, il y a beaucoup de demandes. Les établissements qui ont été choisis, la classe qui a été choisie, demandent aux élèves de choisir le site qu'ils voudront ensuite gérer et étudier. Donc ce sont vraiment les élèves, ils font un vote à l'intérieur de la classe, puisque près de l'école ou près du collège, il y a forcément une bande de littoral, donc ils peuvent vouloir aller là ou là ou là, mais in fine, ce sera le choix des élèves. Ensuite, les élèves doivent écrire au Tavana pour lui demander s'il est d'accord pour créer une AME là-dessus. Et le Tavana, le maire, doit répondre favorablement. Donc ça, c'est le critère numéro 1. Ensuite, avec les scientifiques, est réalisé un diagnostic écologique, donc un point zéro de l'espace maritime qui va être géré par les élèves, avec méthodologie, le matériel utilisé, les cartos, les espèces rencontrées lors du point zéro. Ensuite, les élèves réalisent avec leurs enseignants une charte d'engagement sur ce qu'ils vont faire, telles animations, tels engagements pour la protection. Le projet pédagogique est mis en place sur l'année. Donc nous, typiquement, ce qui revient souvent sur nos AME, c'est d'une part des études de sentiers marins pour voir d'un point à un autre quelles espèces sont encore présentes, quelles espèces ont disparu, dans quel état est le sentier marin, et également des projets de bouturage des coraux. Puisqu'on a des coraux qui, sur certaines îles, sont vraiment détériorés et que malheureusement, on est obligé de renouveler. Tout ça est évidemment très pédagogique. Les élèves produisent des tableaux. Donc, comme je vous ai dit, ça va de l'école au collège. Donc, en fonction du niveau de l'enfant, on va avoir différents niveaux de rendu. Mais en gros, des graphiques, du tableur Excel, des présentations PowerPoint en lien avec les acteurs cités précédemment. Oui. Ah pardon, il faut que je me dépêche, je suis prise par mon sujet. Bon, donc je vous laisse lire. Un autre point important, les élèves montent un conseil de la mer, voilà, 2 fois par an, où ils reçoivent leurs partenaires, ils présentent leur tableau de bord et donc en résultat, puisque comme c'est des projets, on a des objectifs et donc on a des résultats, les scientifiques ont validé le fait que les états numéro 1 qui sont en train d'être faits avec les points zéro, après les points zéro, montrent une amélioration de l'état des récifs à l'endroit où les AME ont été créés. Les AME sont devenus une marque déposée à l'international
Voilà, la propriété est celle de la Polynésie française et de l'État français. Donc c'est pour ça que je disais il faut un certain nombre de critères techniques. Et on est en train de déployer un réseau qui comprend aujourd'hui Wallis et Futuna, Fidji, Samoa et l'Australie. Je crois que j'ai une dernière slide et je vais aller très très vite. Alors ça c'est la cartographie des AME. Non, j'en ai peut-être ajouté 2. Donc voilà, il y en a une quinzaine sur Tahiti. Voilà, ça c'est l'organisation pour les enseignants. C'est ma dernière. Et je ne vais pas la détailler, je vais vous laisser la lire, mais c'est vraiment l'organisation formelle de la gestion d'une AME. Donc notre DG2E, notre département de l'action pédagogique et éducative, avec l'État, le COPIL, un groupe de travail. Voilà qui sont les membres du COPIL, et voilà les 3 missions. Et, pardon, c'était mon avant-dernière, on a obtenu un financement à 3 ans. Voilà. Par le Fonds vert de l'État, c'est important, le Fonds vert pour la transition écologique a été lancé par le gouvernement central. Donc on va avoir sur un projet de 650 000 euros, il y aura 480 000 qui seront versés par le Fonds vert, le reste étant réparti entre le pays, la Polynésie française et l'OFB, donc aussi l'État, pour le programme qui est détaillé là, donc État écologique et création d'un lien terre-mer, voilà, ce qui n'avait pas encore été le cas, avec des vues aériennes. Enfin voilà, et en dernière slide, vous avez une vue aérienne qui fait aussi partie des exercices régulièrement faits et présentés aux élèves. Est-ce que vous avez des questions? Non, on n'a pas de questions, d'accord. Merci Lionel. Il était une fois la vie, de la mer à la mer, est un document inédit du cluster Comité 3E, en prise avec nos réalités calédoniennes. Associant 2 experts, l'un de la mer, l'autre de l'égalité des genres, ce sont nos origines primitives marines qui sont au cœur de ce projet. Au fil du temps, les mers se sont peuplées d'étranges créatures qui ont fini par émerger sur une planète bleue. Sans l'océan, pas de pluie, et donc pas de vie sur la Terre. Et notre corps est constitué lui-même de plus de 65% d'eau salée. C'est un phénomène biologique étonnant qu'on retrouve dans nos veines, notre sang, notre sueur et nos larmes. Nos principaux organes vitaux, le cœur, les poumons et le cerveau, sont composés à plus de 80% d'eau. C'est dans une mer amniotique que nous avons vécu nos premiers mois de vie, comme tous les animaux terrestres qui ont connu une phase nautique. Et durant les 9 mois de la grossesse, une symbiose s'établit entre la mère et son enfant, dans une véritable petite maison aquatique de bien-être, nourricière et protectrice, qui permet la fabrication de tous les organes de ce petit être, un être. Tout embryon porte de chaque côté de la tête des ébauches de branchies. Cette eau source de vie originelle nous renvoie à la relation ambiguë et paradoxale, longtemps entretenue entre la femme et la mère. De la mer à la mer, c'est un équilibre bien fragile, dont les interférences humaines constituent sa plus grande menace. Nous sommes la mer, nous sommes l'océan est en nous. Donc, juste avant de passer au petit clip de Madame Chabot, c'est vraiment un pari audacieux qu'on a relevé, Lionel et moi, d'associer les problématiques de l'océan et les problématiques liées à la protection de la femme. Mais je crois que le message est bien passé auprès des jeunes hier. Donc, on essaie de trouver tous les outils pour qu'il y ait vraiment cette conscience collective et dès le plus jeune âge, parce qu'effectivement, l'océan et la mer sont intimement liés. Voilà, donc c'est un projet qu'on a pu réaliser grâce, bien sûr, à certains financements, mais surtout avec la pleine confiance de tous nos partenaires. Donc on est heureux d'avoir vu aboutir ce projet. Le film a été finalisé hier matin. Oui, vous le découvrez. Il y a des imperfections, mais enfin, maintenant, on a un petit message qui nous est adressé par Catherine Chabot. Catherine Chabot est une journaliste, navigatrice. C'est la première femme qui ait fait le tour du monde en solitaire à la voile.
Et elle défend l'océan et notamment elle est députée européenne et elle porte la parole de l'océan auprès de l'Europe. Alors elle nous a adressé un tout petit mot pour nous et donc merci de passer le petit clip de Catherine Chabot, s'il vous plaît. Bonjour la Nouvelle-Calédonie, ici le Parlement européen à Bruxelles. Forcément, j'aurais bien aimé être avec vous, mais bon, il faut juste faire la moitié du tour de la planète pour venir vous voir. Et certainement un jour je viendrai, mais j'espère avec mon bateau à voile. Alors je me trouve au Parlement européen où nous inaugurons aujourd'hui cette exposition d'un photographe qui est belgo-béninois, Fabrice Montero, et qui a réalisé une série de photos assez étonnantes où finalement, à partir de quelque chose qui est épouvantable, c'est la pollution plastique dans les mers et aussi le réchauffement climatique, qui est l'acidification de l'océan, qui finit par, comme on le voit sur cette photo, finalement tuer les récifs coralliens. Il arrive à faire des photos magnifiques. Comment faire du beau avec du lait. Alors je suis là pour vous parler de l'océan comme bien commun de l'humanité. Moi je suis navigatrice, aujourd'hui députée européenne. J'ai vu des déchets en mer il y a une trentaine d'années dans mes traversées de l'Atlantique dès le début. Et mes tours du monde un peu moins, mais beaucoup sur mes traversées de l'Atlantique. Et c'est probablement l'origine de mon engagement. J'ai aussi compris quand j'étais gamine, parce que je pratiquais la plongée sous-marine, que la mer était vivante. Et c'est ce contraste entre une mer vivante, mais terriblement impactée par la pollution, le réchauffement climatique, les activités, etc., qui est à l'origine de mes engagements. Alors ça fait 20 ans, au travers de différentes missions, comme aujourd'hui au Parlement européen, que j'essaie de participer à ce qu'on connaisse mieux l'océan, le préserve mieux, beaucoup plus, qu'on développe des activités humaines en mer et sur le littoral beaucoup plus durables, et à ce qu'on ait une meilleure gouvernance mondiale, européenne, locale de la mer. Ça veut dire qu'on soit vraiment focalisé, que ce soit véritablement un enjeu majeur. Pourquoi l'océan comme bien commun ? En fait, l'océan que vous connaissez en Nouvelle-Calédonie et celui qu'on connaît sur les rivages de la Belgique, de la France, de l'Europe continentale, c'est le même. Vous êtes l'Europe ultra-périphérique, hein, vous faites partie des PTOM, des petits territoires d'outre-mer. Et c'est le même océan. Et on le partage. Et au regard de tout ce qu'il apporte à l'humanité, c'est un bien commun, il est riche, un bien commun que nous avons en partage. Alors, à mon sens, on est très mobilisés tous, et notamment ici au Parlement européen, à mobiliser les États, à mobiliser les entreprises, les collectivités territoriales, à l'échelle nationale, européenne, internationale, etc. Mais on a tous notre rôle à jouer dans cette préservation du littoral, les petits comme les grands. Et voilà, le message que j'essaie de faire passer, c'est de retrouver cette responsabilité qu'on a chacun d'entre nous et la responsabilité collective. C'est ce sentiment de responsabilité d'ailleurs individuelle et collective que moi j'ai ressenti la première fois que j'ai vu des déchets en mer il y a 30 ans en plein milieu de l'Atlantique, à une époque où personne n'en parlait. Voilà ce qu'est l'océan comme bien commun de l'humanité. Alors je vous souhaite de bons échanges et je vous souhaite bon vent. Donc merci à Catherine. Et pour clore maintenant, eh bien, je vais passer la parole à mon ami Francis, qui va nous aborder cette question du bien commun. Je vous dis quelques mots, effectivement, à la fois en tant qu'Institut français de la mer, que j'ai présidé pendant 10 ans, et dont le slogan que j'avais fait adopter était « La voix de la mer », le parti de la mer, avec la voix de la mer, alors que le cluster maritime français, que je suis très très heureux de représenter ici aussi, avec mon ami Alexandre. Il est où, Alexandre? Il n'est pas là, il est parti. Il interview. Lui, c'est la voix du maritime, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En introduction, je voulais vous dire aussi, vous recommander, c'est de l'autopromotion, j'ai écrit un livre avec Isabelle Autissier qui s'appelle « Notre avenir s'écrit dans l'océan ». C'est un livre sympa, qui n'est pas du tout rébarbatif, et où nous échangeons avec une origine, des points de vue, un esprit différent. Nous nous respectons beaucoup l'un l'autre, et je pense que ça peut vous amuser ou vous intéresser et apporter, comment dirais-je,
des nuances dans tout ce débat, mais avec une direction qui est vraiment une direction très très claire, qui est celle de cet océan bien commun de l'humanité. Je voudrais dire aussi que ce que j'ai vu présenté par Anne May, par ce que vous avez fait là sur le plan éducatif, c'est quand même formidable. Je n'avais pas réalisé à quel point ce sont des briques sur le terrain hyper efficaces, je trouve assez enthousiasmantes, et qui complètent une action du cluster maritime français. Si je ne le dis pas, qui le dira, que je suis content d'avoir mené à son terme avec un homme qui s'appelle Tristan Lecoq. Ça nous a pris 7 ans de combat avec l'éducation nationale pour faire rentrer le maritime dans tous les programmes scolaires. Vous y faites peut-être pas attention, mais dans toutes les classes maintenant, il y a une partie du programme qui est consacrée de l'enseignement, ça peut être en histoire ou en géographie, au maritime, depuis le primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et ça a été un combat de titans pour faire bouger le mammouth. Alors, la mer, oui, océan bien commun de l'humanité, aujourd'hui, c'est à la mode. On en parle beaucoup, on n'en parlait pas du tout il y a encore, je ne sais pas, 2-3 ans. C'est devenu extrêmement à la mode, et c'est bien, parce que c'est évidemment nécessaire, et c'était absolument pas évident. Alors, d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on parle de bien commun de l'humanité? Historiquement, vous savez, la mer, les latins appelaient ça, c'était la res nullius, c'est-à-dire la région qui n'existe pas. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que la mer est à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est à personne, elle est à personne, à tout le monde, en particulier la haute mer. Chacun peut y faire ce qu'il veut, hein, d'où est né ensuite le principe de liberté des mers, qui a été théorisé par Grotius et d'autres, et qui a régi notre monde jusqu'à il y a simplement une dizaine d'années. Hein, le principe de liberté des mers était un principe absolu qui ne supportait aucune écorchure. Donc on pouvait tout y faire, exploiter, explorer, naviguer, la traiter comme une poubelle, parce que, alors, on était très fortement poussé par, vous l'avez vu dans le film, c'est 71% ce qui font que la planète est bleue, sentiment d'immensité, d'un monde absolument infini. On n'avait pas conscience du tout. Ce qui compte, c'est la prise de conscience. Le problème, c'est qu'on a pris conscience. Avant, on était moins coupable parce qu'on n'était pas conscient. Maintenant, on l'est, évidemment. Et on y jetait tout, y compris le pétrole. Mais enfin, ça n'est qu'un des exemples. Vous avez le plastique dont on a parlé aujourd'hui, etc. Donc la mer était agressée, était empoisonnée, puis on a commencé à se rendre compte que ça allait un petit peu loin. On s'est rendu compte, c'est dit dans le film, l'expression est juste, que c'est un monde qui n'est pas infini, mais un monde fini, donc un monde fragile. On s'est rendu compte aussi, de par toutes les richesses qu'il renferme, alors que notre démographie va continuer d'être galopante jusqu'en 2050, 2,5 milliards de plus d'êtres humains, d'ici, avec une planète qui s'épuise, d'ici 2050. Donc la mer est une grande chance, l'océan est une grande chance, mais ce monde est vraiment un monde fini. Je vais prendre une autre image que la tienne, c'est presque la même, mais j'aime bien, c'est celle du carré. Si vous voulez, vous faites un carré, vous mettez toutes les mers du globe, y compris les fosses Mariannes, etc. Toutes les mers. Ce carré, ça fait seulement 1100 km de côté, 1100 km d'arête. Donc c'est grand, mais c'est pas si grand que ça. On a découvert aussi, hier on en parlait, je ne sais plus si c'est 30 ou 40 ans, jusqu'à il y a très peu de temps, donc, à l'échelle de l'humanité, on était absolument convaincus. Aujourd'hui, ça vous paraît naturel, vous le savez, etc. Mais c'est seulement 30 ou 40 ans, quoi. Hier, qu'il n'y avait pas de vie dans les grands fonds. Il y avait tellement de pression, donc pas de possibilité d'oxygène, pas de lumière, pas de photosynthèse. On ignorait même qu'il pouvait y avoir une chimiosynthèse, etc. Et puis c'est simplement donc, depuis une trentaine d'années qu'on a vu ces images dans ce monde inconnu. Je rappelle souvent, il y a eu quelques centaines d'hommes qui sont montés sur l'Everest, maintenant on doit être à 100 ou 200 qui sont allés dans l'espace. Vous en avez simplement moins d'une dizaine qui sont descendus à plus de 10 000 mètres de profondeur, mais qui ont pu prendre des images, etc., qui sont d'ailleurs absolument incroyables. Donc on a vu aussi qu'il y avait toute une vie qui était là, qui est une vie qui elle-même est hyper fragile, et qui probablement est une vie qui est indispensable à notre vie, comme l'océan l'est globalement. Et l'océan, il est constitué de toutes ces vies, et plus on l'agresse, plus on l'empoisonne, plus évidemment la nôtre après, donc ça peut être aussi une pétition égoïste, plus notre vie à nous sera menacée. Depuis que vous respirez, depuis que nous parlons, hopefully, une respiration sur 2 vient de l'océan. L'océan nous rend des services énormes, il absorbe, alors tu dis 30%, je crois que c'est 25%, mais de tous les gaz nocifs, etc., ce qui est une très bonne chose, mais en absorbant ça, il s'acidifie. Donc quelque part, on scie la branche sur laquelle on est assis, etc. Bon.
Donc il faut faire très attention à tout ça. Et on s'est rendu compte que comme cet océan, aussi bien sur le plan économique que sur le plan même de notre vie, au sens physique, physiologique du terme, était indispensable, ça nous forçait à faire très attention. C'est d'ailleurs ce qui a créé des concepts comme développement durable, hein, le développement qui suppose, je m'excuse pour les quelques-uns qui étaient là hier, je me répète un petit peu, hein, qui est nécessaire à la vie des hommes d'aujourd'hui, hommes et femmes, il le fit, je précise, Véronique. Quand je dis homme, c'est homme et femme, il le fit, c'est le terme générique. L'océan, donc nécessaire à la vie des générations d'aujourd'hui. Ça, c'est la partie développement. Et la durabilité, c'est les générations futures. Donc, c'est garder ce milieu qui nous permet de vivre. C'est le bien commun de l'humanité qui, peu à peu, est apparu, qui correspond à cette prise de conscience, qui s'accélère et qui s'accélère de manière concrète. Le premier signe a été à la Convention de Montego Bay au début des années 80, une illustration de ce bien commun de l'humanité qui vient par le bout à la fois économique et de l'équilibre du monde au sein même de l'humanité. La Convention de Montego Bay, s'intéressant déjà, sachant qu'un jour, probablement, la problématique des grands fonds marins deviendrait une problématique d'actualité, même si à l'époque, il n'y avait pas les technologies, la connaissance qui permettent aujourd'hui de l'envisager avec toutes les questions que ça pose. On y reviendra demain matin, là aussi, de préservation et de protection de l'océan, avait prévu, c'est une illustration parfaite du symbole de bien commun de l'humanité, que si un jour, grâce à des moyens technologiques, grâce à l'amélioration de la connaissance, on arrivait à tirer des richesses supplémentaires significatives. Alors on pense aux richesses minérales, mais pas simplement. Il y a toutes celles que vous connaissez, les richesses biologiques, la cosmétique, la pharmacologie, etc. Et que ces ressources étaient obtenues grâce aux moyens des pays riches, eh bien, il n'était plus tenable que ce bien commun de l'humanité ne profite qu'aux pays qui avaient les moyens d'y aller. Et donc, il a été prévu un mécanisme de ristourne de tout ce qui serait découvert en faveur des pays en voie de développement. Et ce n'est pas une pétition de principe. C'est aujourd'hui discuté, par exemple, à la IFM, à l'Autorité internationale des grands fonds. Ça a été très discuté. Vous avez tous entendu parler d'un traité très important qui a été signé l'année dernière et qui est en cours de ratification, qu'on appelle BBNJ, hein, c'est en anglais, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, c'est-à-dire la haute mer, en fait, hein, ce qu'on appelle la zone en droit international. Mais vous vous souvenez peut-être, vous l'avez peut-être vu à la télévision, entendu à la radio, que cette négociation extraordinairement importante pour notre avenir, pour la biodiversité marine, pour la protection de l'océan, a été prolongée de plusieurs mois, avec d'ailleurs pour certains une inquiétude que ce traité qui était discuté depuis plus d'une dizaine d'années ne soit jamais signé. Ça n'a jamais été mon cas. Moi, j'étais sûr, je savais déjà que le mouvement était tellement puissant qu'il le serait. N'empêche qu'il a fallu 6 mois supplémentaires. Et pourquoi ? Parce que les pays en voie de développement n'ont pas accepté ce qui leur était proposé par les pays développés comme ristourne au titre du bien commun de l'humanité. Et ces 6 mois supplémentaires, c'était une négociation bras de fer au cours de laquelle il a été donc prévu de ristourner plus aux pays en voie de développement de toutes les richesses, quelles qu'elles soient, et c'est en train de se travailler, et Dieu sait que c'est complexe, qui viendront des richesses, même si elles sont découvertes par des pays développés. C'est quand même une très belle illustration. Je dis au passage d'ailleurs, et c'est important, parce qu'on déprime tous, hein, je veux dire, l'état du monde aujourd'hui n'est pas propice à l'enthousiasme. Il faut qu'on fasse attention d'ailleurs vis-à-vis de nos jeunes, parce que ça veut pas dire de nos jeunes, parce que ça veut pas dire que c'est foutu. Honnêtement, il y a un tas de raisons d'être très très inquiet. D'abord, le dérèglement climatique, les menaces sur la planète, tous ces conflits que nous voyons, les divisions entre les hommes, l'universalité qui est remise en cause, les principes même d'universalité remis en cause, la montée des égoïsmes, des fascismes, etc., etc. Mais il y a aussi, il faut jamais l'oublier, des raisons d'espérer. Et je reviens à mon histoire de bien commun de l'humanité. Dans toute l'histoire du droit international, les historiens ou les juristes le savent, lorsqu'une convention internationale est signée, il faut en général beaucoup d'années pour la négocier. Quand elle est complexe, il en faut encore plus. C'était le BBNJ, par exemple, 15 ans. Et ensuite, il faut encore 10 ou 15 ans pour que ça ait une chance de s'appliquer. Parce qu'une fois que ça a été signé, ça n'a pas encore de valeur.
Ça a une valeur quand X%, en l'occurrence 70% des États du monde, auront ratifié la signature dans leur parlement, etc. À ce moment-là, ça deviendra une obligation pour le monde entier. En général, ce processus prend à nouveau 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait imaginer, conformément à l'histoire passée, et alors qu'on est dans un monde encore plus complexe, ça montre bien que tous les États, tout le monde a quand même conscience de la priorité de sauvetage de la planète. On pouvait espérer une application de ce traité BBNJ signé l'année dernière, signé cette année, pardon, en 2023. Il n'a pas été l'année dernière, il a été en 2023, pas avant 2038 ou 2040, alors qu'on a une vraie course contre le temps pour sauver la planète. Eh bien, aujourd'hui, il est très vraisemblable, on peut faire le pari, je regarde les représentants d'administration qui suivent de plus près, comme je le fais moi-même, mais quelquefois avec moins de compétences, on peut prendre le pari que la ratification et donc la mise en œuvre de BBNJ sera obtenue d'ici 2025 pour l'UNOC. Alors, peut-être qu'il y aura 6 mois ou 1 an de retard. Moi, je fais partie de ceux qui croient qu'on va y arriver, et c'est un progrès absolument considérable. Dans le même domaine, je ne veux pas être trop long, j'avais 1000 choses à dire, du coup je ne parle pas bien parce que je fais le tri dans ma tête pour ne pas être trop long. Mais les autres raisons d'espérer, c'est qu'on parle toujours, et c'est bien normal de la part des médias, même si à mon avis quelquefois ils vont trop loin, mais c'est difficile, tout le monde le sait, de parler des trains qui arrivent à l'heure, il n'y a rien à dire, alors que les accidents, il y a plus à dire. Mais quand même, il faut rappeler un certain nombre de choses. Moi je fais partie d'une génération, je suis certainement le doyen ce soir, mais certains d'entre vous qui sont plus jeunes que moi se souviennent certainement qui étaient dans une anxiété absolue à cause du trou de la couche d'ozone. Le trou de la couche d'ozone qui donc empêchait la protection par rapport aux effets nocifs du soleil, qui n'a pas que des effets positifs, menaçait véritablement de disparition la vie sur Terre. Et on n'avait pas de moyens. Il y avait une anxiété folle. Ma génération, c'était quasiment comme aujourd'hui, ou pire qu'aujourd'hui, et on n'avait pas de solution. Eh bien, finalement, les hommes y ont travaillé, c'est bien par leur action, et ça s'est terminé par un traité à Montréal, des mesures ont été prises, une convention, etc., ont été appliquées dans le monde entier, et aujourd'hui, vous n'en entendez plus parler, eh bien, c'est simplement parce que le trou de la couche d'ozone va être bouché, et pourtant Dieu sait qu'on n'arrête pas encore d'abîmer le monde, mais le rythme a été inversé, va être bouché au plus tard dans les années 2050. Donc c'est vous voyez, pour un combat qui a été donné comme perdu. Et j'ai un tas d'exemples comme ça. Les pollutions et les dégazages dans toutes les eaux européennes. Il y en avait 150 par semaine, il n'y en a plus que 2 par an. Et je peux vous assurer que tout le monde considérait que c'était impossible. En fait, on a amélioré l'observation, on a multiplié les amendes, on a spécialisé les tribunaux, et ça a été réglé en 2 ou 3 ans. Un problème qui durait depuis une 50aine d'années et qu'on ne savait pas comment prendre. Et puis finalement, on s'y est mis et on l'a fait. Et il y a comme ça, j'ai toute une liste d'exemples pour surtout encourager, ne pas décourager les jeunes, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais pour les encourager au contraire à se battre en leur disant qu'on peut avoir une chance d'y arriver, même si on est tous conscients qu'il y a un problème de rythme. Et c'est un combat d'autant plus important que précisément la mer, on le sait maintenant, la prise de conscience est un bien commun de l'humanité. Et en plus, c'est un bien commun dont dépend non seulement, c'est pas un bien commun simplement pour des raisons politiques, économiques, d'équilibre social, etc., mais dont dépend l'avenir de l'humanité. La connaissance nous a confortés, enseigné d'abord et confortés dans cette évidence. Voilà, donc j'étais un peu liminaire, mais je pense que peut-être je pourrais en dire plus en réponse à des questions. Voilà. Alors merci Francis. Tu as fait 15 minutes, c'est bien. Je te remercie. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Ensuite, on va aller... Je suis Alain Giraud de Global Marine Aménagement. Francis, vous disiez que vous aviez une liste de points positifs dans la poche. J'aurais aimé que vous continuiez l'énumération. J'en ai énuméré quelques... J'en ai bien plus dans mon cartable, mais dans ma poche, j'en avais pris quelques-unes. Je savais bien que je ne pourrais pas parler très longtemps, donc déjà en soi, bien sûr, BBNJ
toi qui es la partie depuis longtemps, je pense à un BB-NJ n'était pas imaginable. Il y a encore... il a commencé à être travaillé il y a une quinzaine d'années, mais on n'y croyait pas vraiment, en fait, que ça sortirait. Donc, les pollutions pétrolières divisées par 20 en 20 ans, c'est facile à retenir, 20 et 20, divisé par 20 en 20 ans. La pollution pétrolière de l'océan. La lutte contre la complaisance dans le transport maritime, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ça a été mon métier pendant 30 ans. C'est extraordinaire les progrès qui ont été faits dans la lutte contre les dérives permises par les pavillons de complaisance. L'efficacité à peu près dans le monde entier avec les mémorandums of understanding, en particulier de Paris et de Tokyo pour les port state controls, les contrôles portuaires dans les ports des navires. Et puis alors, si un élément, par exemple, on parle tout le temps des gaz à effet de serre, je l'ai cité ça hier, très peu de gens savent, moi je peux vous dire, je l'ai découvert par hasard dans une lecture, et j'ai vérifié, ça fait 150 ans que les gaz à effet de serre augmentent dans l'humanité. Donc ça a commencé même avant l'industrialisation, mais ça a été extraordinairement accéléré, détérioré, etc. Eh bien, c'est pour la première fois, là, depuis, je ne sais plus, 4-5 ans, cette augmentation est très largement, contrairement à ce qu'on pense, stabilisée. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose toutes ces questions sur les gaz à effet de serre? Parce qu'en fait, même si c'est très stabilisé, ça atteint un volume tel que maintenant, même les moindres... Vous savez, c'est les phénomènes de frange, quoi. On est arrivé... si on continue, même à un rythme 10 fois inférieur de ce qui est passé pendant la révolution industrielle, post-industrielle, etc., on est au point où comment dirais-je, l'atmosphère, enfin, la planète ne peut plus le supporter. Mais la bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle, c'est que par les efforts qui ont été faits, on a très très sensiblement surpassé, on est encore très menacé. Moi, je pense que si on n'arrive pas à tenir les objectifs des COP, le 1,5 degré, c'est déjà, on n'est déjà même pas sûr d'avoir 2 degrés. Je pense que la planète est très sérieusement menacée. Enfin, la vie, on le voit bien d'ailleurs, les bouleversements climatiques, etc. Mais contrairement à ce qu'on croit, on est en train de très fortement décélérer. On n'est pas dans le rythme qui est nécessaire pour sauver la planète, mais on décélère très fortement par rapport aux accélérations précédentes. Voilà quelques exemples, mais j'en ai... Merci.